Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous avons une émission thématique. Nous parlerons de Balance ton porc, de MeToo, d'agression, de sexisme, de condamnation, peut-être de consentement, sûrement. Vous êtes sur Zitata, épisode 137 de Femmes. C'est parti. Femme. 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 Femme, 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 femme. Alors, j'ai avec moi sur ce plateau deux femmes, comme d'habitude, exceptionnelles, inspirantes, extraordinaires. Il y a à ma droite Tiffany de Fréminville. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Qu'on connaît, tu étais déjà venue ici, on a parlé d'inceste notamment. Tu es avocate. Oui. Voilà. Il y a à ma gauche Nadia Chonville. Comment ça va, Nadia ? Ça va très bien, merci. Nadia, tu es professeure, tu es sociologue et puis féministe, on peut dire ça ? On peut dire ça comme ça. Voilà. Mais je vais vous laisser vous présenter, mesdames. Qui c'est qui commence ? Nadia, tu as la parole. Ah, se présenter. Oui, voilà, présenter plus avant, quoi. Là, c'était rapide. Oui, d'accord. Je suis Nadia Chonville, je suis une autrice féministe, docteur en sociologie. J'enseigne au lycée Victor Schœlcher. J'ai grandi au Mans-de-Pitot, j'y ai fait presque toutes mes classes. Et que dire d'autre que je suis aussi très engagée, effectivement, sur tout ce qui concerne l'égalité. L'égalité entre les sexes et genres ? Oui, voilà, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, la lutte contre les violences, particulièrement dans l'espace caraïbe. Ton travail tu es docteur en sociologie, ton travail c'était sur quoi ? Alors, mon doctorat, il portait sur l'interaction entre les discours sexistes et les discours homophobes en milieu scolaire. Donc, ma spécialité, vraiment, le sujet sur lequel j'ai une expertise, on va dire, c'est la question de l'homophobie et de la transphobie dans les sociétés afrodescendantes caribéennes. Caribéennes, oui. La Caraïbe en général. Oui, vraiment donc dans la Caraïbe. Les systèmes anglo-saxons, les systèmes francophones. Oui. Exactement. Et même jusqu'au Mexique, parce que j'ai travaillé sur la question aussi au Mexique. J'ai fait un mémoire pendant mon master sur l'homophobie et la transphobie dans l'état de Puebla au Mexique. Donc, la Caraïbe, oui, et puis même l'Amérique centrale. D'accord. Particulièrement ce pays-là, c'est un pays sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc on va pouvoir mettre un petit peu en perspective les choses, si tu permets. Ça amène de toute façon à connaître tout ce qui concerne le genre et le sexisme, le patriarcat dans l'ensemble de la région, puisque l'homophobie, la transphobie, le sexisme, en fait, ce sont des symptômes de la même maladie. Tout à fait. Et des maladies qui sont ancrées dans nos communautés. Ancrées dans la communauté humaine. D'accord, dans la communauté humaine. Dans la communauté humaine, mais avec des variants, on va dire. Il y a des choses spécifiques il y a des choses spécifiques dans ce bassin-là ? Il y a des choses spécifiques partout. C'est-à-dire qu'on va retrouver des violences faites aux femmes, on va retrouver des systèmes patriarcaux dans tous les continents, dans tous les pays du monde, mais avec des particularités. Deux secondes. Parce que nous, on fait de la vulgarisation, c'est pas les professionnels qui parlent aux professionnels. Comment on définit un système patriarcal ? On entend ça dans les luttes féministes, les revendications, bien les manifestations, on abat le patriarcat, etc. C'est quoi le patriarcat ? Le patriarcat, c'est un système. C'est un système par lequel, un système économique, un système politique, un système social, par lequel les hommes sont placés au poste de direction et sont placés surtout en situation de domination par rapport au groupe des femmes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des individus individuellement. Bien sûr, c'est des groupes. C'est des groupes, c'est-à-dire quand on regarde le groupe des hommes c'est des dans classes, une société, quoi. C'est presque des classes. Il constitue une classe. Oui. Voilà, le groupe des hommes constitue une classe. Qui collectivement domine le groupe des femmes. Et c'est inconscient, c'est organisé. C'est à la fois inconscient organisé. À partir du moment où vous êtes dans le groupe dominant, eh bien, vous allez construire des stratégies, des pratiques, même une culture. Pour ça qu'on pourrait même parler d'une culture patriarcale. Vous construisez des stratégies, des pratiques, des mythes qui vous permettent surtout de rester dans la domination, de rester au pouvoir. Ça, on le voit effectivement quand on parle de la masculinité. Mais on peut le voir, si on passe sur un autre sujet, par exemple, quand on parle de suprématie blanche, eh bien, effectivement, la lutte contre le racisme va toujours être confrontée à la résistance des groupes dominants. Eh bien, c'est la même chose. Le groupe masculin est un groupe qui résiste. Y compris d'ailleurs, une des stratégies conscientes ou inconscientes, c'est de dire oui, on parle trop des femmes, arrêtez de parler des femmes, comment vous avez l'égalité, regardez en politique, il y a la parité, etc. Et les femmes peuvent aussi des femmes peuvent aussi participer à la reproduction du patriarcat. Parce que comme c'est un système, que c'est une culture que nous construisons, que nous transmettons aussi ensemble. Ce n'est pas une histoire d'une lutte contre les hommes contre les femmes, c'est un système
Et un système, ça se construit avec beaucoup de temps, c'est quelque chose qui est historique. Oui. La bonne nouvelle, c'est aussi que ça se déconstruit. Ça veut dire que si on a conscience du problème, on est aussi capable de le détricoter et même de le détruire. C'est ça qu'on est en train de faire, c'est ça qu'on fait ici depuis 137 émissions. Donc merci d'y participer. On va continuer, Nadia, on va continuer. En tout cas, merci d'être là. Tiffany, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je ne pourrais pas être aussi longue et explicite, mais vas-y, tu es une professionnelle de la parole, tu peux tenir, c'est pas la plaidoirie maintenant, mais vas-y, je t'en prie. Alors, Tiffany de Fréminville, donc moi, je suis avocate au barreau de Fort-de-France depuis 5 ans, essentiellement en droit pénal. Je suis diplômée en sciences criminelles et j'interviens régulièrement pour assister des femmes dans le cadre de violences sexuelles. Alors moi, je vous ai demandé de venir pour plusieurs choses, parce que bientôt, donc, au moment où on enregistre cette émission, dans quelques temps, ce sera le 8 mars, donc c'est la journée internationale du droit des femmes. Et puis, ça fait maintenant 7 ans qu'il y a eu cette explosion, disons, au niveau international avec l'affaire Harvey Weinstein, donc qui a ébranlé le monde jusque-là un peu feutré, entre soi, du cinéma hollywoodien, etc. Donc ça s'est passé en octobre 2017 avec un premier article du New York Times. Donc là, c'était la révélation que cet éminent producteur américain, il y a plein de films qu'il a produits, avait abusé de certain nombre de femmes et puis qu'il avait eu le pouvoir, la capacité de taire ça. Et donc, il y a des femmes qui se sont mises à parler. Et puis, il y a eu, donc ça, c'était MeToo. Et puis, même pas dans la foulée, un petit peu en amont, en fait, en réalité, il y a eu le hashtag Balance ton porc. Ouais. Et là, c'était le 13 octobre 2017. Donc, Sandra Muller, qui est une Française, qui a pris la parole en disant, voilà, Balance ton porc, ce sont des situations récurrentes, et notamment dans le milieu professionnel. Ça m'est arrivé, et dites que ça vous arrive. Donc là, il y a une espèce de raz-de-marée de femmes qui ont dit ça. Et chez nous, ça arrivait bien plus tard. Ouais. Chez nous, en fait, donc je voulais qu'on parle de ça, de faire un bilan, en fait, de ces choses-là. Surtout que dans l'espace public ces jours-ci, on a l'impression qu'on entend parler que d'affaires qui mettent en cause, finalement, cette absence de respect du consentement, notamment dans des situations parfois qui sont extrêmement, extrêmes. Des mineurs, par exemple, quand on voit ce qui se passe dans le domaine du cinéma, quand on parle de Gérard Depardieu, son attitude vis-à-vis de cette jeune fille, ou bien de Judith Godrèche ou de Judith Chemla, etc. Donc voilà, je voulais vraiment qu'on fasse le point, surtout qu'en Martinique aussi, on a donc ce site, Balance ton porc, où là encore ce matin, avant de venir ici, il y avait un post d'une jeune femme qui disait avoir été violée sur un parking à, les Temps-Abricots, alors qu'elle est enceinte de 4 mois. Donc c'est dans l'espace public et je voulais qu'on parle de ça, quoi. Donc, qu'on fasse un point, surtout que toi, tu défends des femmes. Tout à fait. Qui sont concernées par ce phénomène Balance ton porc en Martinique. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de temps qui s'est écoulé entre le moment où le phénomène Balance ton porc a commencé en France, aux États-Unis, et quand il arrive en Martinique. Peut-être que c'est lié à la culture, à l'environnement, au fait de ne pas parler, de pouvoir rester un petit peu dans l'entre-soi, de ne pas... C'est plus petit peut-être, non? Peut-être aussi, parce que... Alors après, c'est vrai que peut-être que Nadia pourra plus expliquer cette partie que moi. Oui. Mais en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que les gens ont du mal à parler. Même au niveau des agressions, au niveau de l'inceste, en fait, les gens prennent du temps pour pouvoir parler. Des fois, ils ne parlent pas du tout. C'est difficile. Moi, je sais que j'ai des retours de clientes à moi qui me parlent, qui viennent me voir en consultation, qui me disent « Maître, voilà, j'ai été victime d'un viol, d'une agression sexuelle. Je voulais savoir comment ça va se passer juridiquement pour moi. Je ne sais pas si je vais déposer plainte ou pas. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Alors, effectivement, moi, je peux conseiller, donner la procédure, enfin, conseiller. Je peux expliquer comment ça va se passer, mais je ne peux pas prendre la décision pour une victime. Sûr. La seconde chose, c'est qu'il y a souvent les mêmes points qui me sont rapportés par les victimes. Le premier, c'est « Maître, j'ai honte ». Oui. J'ai honte, en fait. C'est quelque chose qui revient, qui fait peine à entendre. Hein. J'ai honte de ce qui m'est arrivé, quel que soit. Hein. Ça peut être des viols violents, mais des viols également par le conjoint, puisqu'en fait, un viol n'est pas forcément par un étranger dans la rue. Oui, arrêtons-nous 2 secondes sur ça. 2 secondes. C'est les représentations, précisément. Il y a de la littérature sur ça. Les représentations du viol. On a l'impression que ce sont toujours
des situations, particulières, en fait. Pour que ce soit accepté et bien vu, en fait. Voilà, que c'est forcément dans une rue sombre que la femme se fait agresser. Il a un couteau, quelqu'un de déviant, etc. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. La plupart des femmes qui viennent me voir, c'est leur compagnon, ça malheureusement, donc ça c'est très compliqué pour elles d'expliquer la situation, parce que déjà, il y a une confiance qui a été rompue, parce qu'en fait, on est avec son partenaire, on lui fait confiance, donc on se dit qu'il va respecter notre consentement. Parfois, c'est souvent, en fait, malheureusement, des victimes qui connaissent leur agresseur. Oui. Mais là, dans le cas de Balance ton port, par exemple, l'année dernière, en avril 2023, il y a eu effectivement, donc le principe c'était de Balance ton port, c'était mais le nom, quoi. Mais le nom de cette personne. Mais il y avait des témoignages aussi. Et il y avait des témoignages. Mais des témoignages, il y en a eu beaucoup sur un tatoueur notamment. Oui. Et c'était des gens qui allaient, qui connaissaient peut-être pas de très longue date, mais voilà, c'était quelqu'un qui était connu. Donc c'était pas... qui était connu, mais que les victimes ne connaissaient pas forcément. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire tatouer, vous prenez rendez-vous avec la personne, vous pouvez avoir 1 ou 2 rendez-vous, mais c'est pas pour autant que vous allez connaître la personne. C'est pas un ami à vous. Oui. C'est un professionnel à qui vous faites confiance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une situation, c'est pas une situation extraordinaire, quoi. Tu vas chez un professionnel, tu n'es pas dans la rue à 23h ou à 2h du mat, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que la représentation qu'on a du viol, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, voilà. Oui, le violeur du parking. Voilà, le violeur du parking. En vérité, la plupart des victimes de viol ou d'agression sexuelle connaissent leur agresseur. Oui, c'est pour ça que tu disais j'ai honte. En fait. Elle me disait ça, voilà. J'ai honte, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis la deuxième chose qui revient systématiquement, mais si on ne me croit pas. Ou on ne va pas me croire. Oui. On ne va pas me croire. Donc en fait, c'est très compliqué puisqu'il y a toujours cette espèce de pression. Et si je fais tout ça pour rien? Et si on ne me croit pas? Et en fait, les réseaux sociaux n'aident pas, puisque même par rapport au compte Balance ton port, ça revient. Pourquoi les femmes, ça se trouve, elles mentent, elles veulent se venger. Elles prennent autant de temps. Elles prennent du temps pour dénoncer, alors qu'en fait, parler d'une agression, c'est pas facile en fait. Il faut un travail, des fois avec un psychologue, pour pouvoir mettre des mots dessus. Il faut le dire à la famille. Et puis parfois. aussi, je t'arrête 2 secondes, pour comprendre que c'est une agression. Oui. Parce que tu te retrouves dans un milieu, par exemple, familier. C'est ton époux, ton petit ami, le type te force. Non, je te dis non, il te force. C'est une agression sexuelle. Pour mettre un mot sur ça, qu'est-ce que tu en penses, Nadia, non? Oui, bien entendu. Il faut savoir qu'il faut souvent plus de 15 ans, aux victimes pour être prêtes à parler. C'est-à-dire que je pense que ça résonne pour toi aussi. Et évidemment, quand on parle de ces 15 années, on pense aux personnes qui ont été victimes d'inceste, déjà. Oui, c'est-à-dire que quand on parle de 15 années, il faut aussi penser plus largement à la question de la prescription. Oui. C'est-à-dire que certaines agressions sexuelles, lorsque la personne est physiologiquement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire quand son corps, quand son esprit, quand du point de vue de sa santé, la personne est prête à parler, eh bien, il y a déjà prescription. Ça, c'est un vrai enjeu de débat avec les pouvoirs publics, avec les législateurs, pour que les lois puissent changer sur la prescription concernant les agressions sexuelles et les viols. Il y a déjà eu du progrès concernant les mineurs, mais plus largement, se pose vraiment la question de ce qu'on appelle aussi les amnésies traumatiques. C'est-à-dire qu'une personne... Les amnésies traumatiques, oui. Alors, ça veut dire que lorsque vous êtes confronté à un viol, en fait, votre cerveau vit une situation qui est absolument extrême. C'est-à-dire que vous êtes confronté à la mort. Oui. Et donc, il s'agit d'un crime. C'est un crime, et c'est un crime qui est tout à fait similaire à un homicide. C'est-à-dire qu'au moment, ou un féminicide, au moment où une personne est victime de viol, eh bien, il y a une destruction de cette personne, une destruction d'une part de cette personne, et un risque vital, en fait, un risque vital pour le corps. Le corps va se mettre, va développer toutes sortes de stratégies. Il faudrait bien qu'on avait une psychologue pour pouvoir vous expliquer. Mais si j'en parle là, je vais laisser aux psychologues leur travail, mais si j'en parle là, c'est pour dire que le résultat de cela, dans la société, c'est que beaucoup de personnes victimes de viol ne se souviennent pas de ce viol. C'est pas que ce viol n'est pas présent à leur esprit, c'est que c'est une stratégie de défense aussi de leur corps, de les en préserver. Et donc la justice, la loi, la société n'est pas adaptée ne sont pas adaptés à la situation biologique de ces personnes. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des fois un problème, enfin c'est ce que tu disais, un problème d'éducation, de compréhension, parce que moi j'ai eu le cas de certaines victimes en fait, qui ont été victimes très jeunes, c'est-à-dire que ça a commencé, elles pouvaient avoir 7 ans ou 9 ans, les agressions ont eu lieu jusqu'à ce qu'elles aient 15-16 ans, et en fait à partir de là, ça s'est arrêté ou pas. Et elles se disent, parce que souvent leur agresseur leur dit, si tu en parles, tu vas briser la famille, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Elles se disent, et on leur dit,
mais tu as bien continué quand même, tu n'as pas dit non après. Voilà. Oui. Et là, en fait, elles se disent effectivement, pourquoi tu es retournée, tu t'es pas débattue, ok, tu étais petite, mais maintenant tu es grande. Et en fait, il y a cette espèce de questionnement des victimes qui se disent, mais alors finalement, est-ce qu'on va me croire? Parce qu'en fait, ok, à 7 ans, j'y pouvais rien, mais quand j'ai grandi, parce qu'elle s'habitue finalement à ce qui se passe, à être agressée, elle continue à subir l'agression. Et ça, c'est compliqué. La question de l'emprise, effectivement, doit absolument être prise en considération. D'ailleurs, comme on en parle, il y a une proposition, parce qu'il y a eu, dans l'actu, là, donc il y a une décision de la justice espagnole, tu parlais d'emprise, dans le cadre d'une nouvelle loi qui a été adoptée en octobre 2022, qui a été surnommée la loi « Seul un oui est un oui ». Donc ça s'appelle la loi de garantie intégrale de la liberté sexuelle. Et donc il y a quelques jours, donc il y a Dani Alves, qui est un ancien joueur brésilien, qui a été condamné donc à 4 ans et demi de prison. Parce qu'en fait, voilà, cette loi dit, voilà, le consentement doit être explicite. Le consentement doit être explicite. Et s'il n'est pas explicite, donc c'est pas un consentement. Donc mais l'emprise, ça va être encore autre chose. Parce que du coup, dans une situation d'emprise, l'agresseur pourra dire oui, mais elle m'a dit oui. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans un système qui, au bout duquel on obtient le oui. Alors, c'est compliqué de prouver parce que c'est ça. C'est pour ça que les recherches et les travaux juridiques sur ça sont absolument fondamentaux. Mais puisque tu veux parler de la question du consentement aussi, ça aussi c'est quelque chose de très complexe. Alors, il faut bien comprendre que quand une personne dénonce une agression sexuelle ou un viol, pour clôturer sur ce qu'on disait juste avant, ça a un coût social. C'est-à-dire que la violence sexuelle, c'est le seul type de violence où la victime est jugée coupable par la société et le coupable est jugé victime par la société. Il y a pas, voilà, sauf s'il est condamné quand même. Oui. Mais non, mais je veux dire par la société. Là, je ne vous parlais pas de la justice. Oui, mais bon, on peut. Oui. Attends. Oui. Ça dépend du cas. Laisse-moi développer. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous le dénoncez, au moment où vous dénoncez l'agression sexuelle ou le viol, eh bien, on va d'abord vous interroger. Et d'abord, vous posez des questions, vous signalez comme une éventuelle coupable. Ce n'est pas systématique, évidemment, mais quand on parlait de l'inquiétude de ces femmes, on vit dans un monde dans lequel ces femmes ont intégré, parce qu'elles ont déjà aussi entendu des gens autour d'elles, elles ont intégré le fait que dès le premier instant de la dénonciation, eh bien, elles pourront être jugées et abordées comme des coupables, alors que les véritables coupables, les auteurs du crime, vont avoir tout autour d'eux un système de défense qui se base sur le fait que les femmes mentent, que les femmes ne savent pas... Et qu'il n'y a pas de preuve qu'elles doivent le prouver de toute façon. Mais voilà, qu'elles ne connaissent pas la différence entre oui et non, etc. En fait, et puis si ça trouve comment elle est habillée... Tout un ensemble d'idées fondamentalement patriarcales, pour reprendre le terme, fondamentalement sexistes, sur la façon dont fonctionnerait le cerveau des femmes. Et donc tout ça, ça va amener à se dire que cette femme... elle dit qu'elle est victime, mais on va la traiter médiatiquement si ça arrive jusque-là, mais sinon, ne serait-ce que dans son entourage proche, elle peut être traitée immédiatement comme une coupable aux yeux des personnes à qui elle va parler. Et je veux juste rajouter quelque chose, si tu permets. C'est que aussi, quand on voit Balance ton porc, il y a tout un procès. Et moi, je vous ai vu dans d'autres émissions où tout de suite, on vous parle de diffamation. C'est ça. Tout de suite, c'est le procès de la diffamation. Ah oui, mais est-ce que c'est vrai? Comment tu prouves le truc? Mais oui, mais si c'est pas vrai, tu ne peux pas prouver à 100% de manière. Il faut attendre le procès. Ça peut être de la diffamation. C'est ça aussi leur difficulté. Donc, elles intègrent ça, sûrement, non? Elles l'intègrent, mais après, quand quelqu'un porte plainte pour diffamation, il y a ce qu'on appelle l'exception de vérité. Donc, si la femme a porté plainte pour dénoncer les faits en question, il y a une procédure. En fait, c'est quand même facile de dire « elle ment ». Elle ment, elle veut se venger. C'est vraiment un argument qui est simple parce qu'en fait, quand on sait, ou le deuxième argument, elle veut de l'argent. C'est les deux choses qui vont de pair. Elle ment ou elle veut de l'argent, elle se venge. Alors qu'en fait, il faut savoir quand même que pour une victime, c'est pas facile. C'est très compliqué. Il y a vraiment je ne vais pas dire un parcours de combattant, mais il faut être prêt en tout cas. Il faut être prêt à passer devant l'institution judiciaire, à être auditionné, à répéter, à avoir des psychologues, à revivre les faits. Ce n'est pas évident, ce n'est pas drôle pour une victime. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de victimes qui ne parlent pas. Qui ne parlent pas, parce qu'en fait, elles sont déjà
stressées et elles se disent mais mon Dieu, je rentre dans quoi là? C'est perdu d'avance. Et en plus, quand elles voient des critiques où on dit de toute façon elle ment comme ça décourage en fait. Ce genre de discours qu'on a pu entendre, c'est dont je parle là, mais ce sont des choses que les gens peuvent entendre dans un premier cercle qui va les dissuader d'aller porter plainte. Dans un deuxième cercle, c'est-à-dire déjà au moment de porter plainte. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que si vous devez aller porter plainte, c'est quand même, ça peut être une bonne posture de se faire accompagner, de ne pas être seul. Mais d'ailleurs, je voulais même rebondir sur ça par rapport à ce que tu expliquais, le fait qu'on incrimine les femmes, c'est qu'on incrimine, c'est-à-dire la vision qu'on a d'elle au départ et la manière dont on aborde le sujet avec elle. C'est qu'en fait, c'est vrai que c'est bien d'être accompagné pour être préparé. Parce que les questions qui sont posées, par exemple, par des enquêteurs de police ou de gendarmerie, c'est pas forcément des questions pour attaquer la victime. C'est des questions parfois pour refermer les portes. C'est-à-dire qu'on sait que de l'autre côté, il y aura une défense. Une personne qui va dire oui, mais il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et pour éviter certaines fois de faire revenir la victime en disant oui, mais il dit ça, donc on va faire une confrontation, ou bien qu'est-ce que vous avez à répondre sur ça et ça, on préfère leur poser en amont des questions qui ne sont pas forcément agréables. Et alors, mais c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Psychologiquement, le vivre c'est très dur. Le vivre seul, psychologiquement, ça peut être vraiment terrible, destructeur. Et c'est pour ça que ça peut être un conseil. Quand on en a les moyens, pouvoir y aller avec un conseil juridique, c'est une bonne chose. Et quand on n'en a pas, quand on n'en a pas les moyens, ne serait-ce, parce que c'est pas toujours évident, mais ne serait-ce que ne pas y aller seul, ça peut être une bonne démarche. D'autant que effectivement, ils ont des questions judicieuses, mais on ne peut pas quand même oublier qu'il y a toujours en France et chez nous en Martinique un sujet quant à la façon dont certaines plaintes sont reçues. Absolument. Quand elles sont reçues. Quand elles sont reçues, exactement. On a quand même des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, qui sont victimes, c'est pas la même chose pour les violences conjugales, d'agressions sexuelles, de viols, et qui s'entendent dire qu'on ne va pas prendre leur plainte, il faut peut-être essayer de régler ça avec leur conjoint, ou bien, si on parlait tout à l'heure des violences sexuelles, sexuelles conjugales, lorsque vous avez été victime d'une agression sexuelle par votre conjoint, eh bien, vous pouvez très bien vous retrouver face à quelqu'un qui vous dit que c'était dans le couple, quoi. Donc, en fait, les propos sexistes, les argumentaires sexistes qui ont pour conséquence que très peu de violeurs se retrouvent en prison, eh bien, ces a priori sexistes, eh bien, ils se retrouvent aussi au moment où vous allez déposer la plainte. La personne en question, elle appartient à la même société sexiste que les autres. C'est une réalité. Non, ça, c'est une réalité. Est-ce que les gens sont formés? Certaines personnes, mais en fait, c'est la roulette russe. Ok, je veux juste donner à ce stade des petits chiffres. En 2020, seulement 0,6% des viols, on parle de France, en France, globalement, seulement 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation. Oui, on peut dire que c'est à peu près la même chose pour la Martinique. On est dans les mêmes chiffres. Et puis d'autres chiffres. Alors, je n'ai pas trouvé ce chiffre-là pour la Martinique. Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde la dynamique des chiffres sur la Martinique ou sur la Guadeloupe, ne serait-ce que le nombre de plaintes déposées par rapport au nombre de cas. Rien que là, on est déjà... voilà. Et alors, un autre chiffre aussi, donc là, c'est extrait de l'OVIFEM, donc violence sexuelle en Martinique. Voilà. 2021, 370 cas constatés, donc déclarés. Okay. Donc, il y avait une progression là, puisqu'on était à 323 en 2020. Et 2020, c'était le Covid aussi, rappelez-vous. Oui, et puis il y a quand même une progression des dépôts de plainte parce que ce sujet, il est sur la table. Attends, 2017, donc c'était 207. Voilà. Et on est passé à 370 en 2021. Donc effectivement, il y a une augmentation. Et puis juste un autre élément, on avait eu l'occasion déjà d'en parler ici, mais l'accueil de jour de l'UFM, donc il reçoit ces femmes notamment. Donc en 2021, il y a 1043 personnes qui ont été reçues. Alors tout confondu, là je n'ai pas fait le dispatch, mais voilà donc quelques éléments. Mais juste quand tu reçois donc tes clientes qui viennent et qui sont tiraillées finalement, tu leur dis ça, tu les préviens que ce ne sera pas non plus, ce sera pas un parcours facile. Oui, absolument. Moi j'ai déjà des clientes qui sont venues me voir, qui m'ont expliqué qu'elles ont voulu déposer plainte, qu'on leur a dit non, ce n'est pas notre compétence, ce n'est pas là que les lieux ont été commis, donc allez ailleurs. Donc déjà, quand on vient pour dénoncer des faits aussi graves et qu'on nous dit circulez ou allez ailleurs ou on ne prend pas votre plainte, déjà, ça ne donne plus envie. Bien sûr. Parce qu'il faut déjà du courage pour venir dans un commissariat ou une gendarmerie pour se dire, là, aujourd'hui, je vais dénoncer les faits. Après, la manière dont les choses sont abordées
Si c'est trop violent, la victime, elle veut partir. Combien de temps dure la procédure? Entre le moment où on l'a dit, Nadia, ça peut prendre du temps. OK, j'ai été victime de ça, je vais franchir. Déjà parfois, voilà. Donc ça, il faut des années. Combien de temps dure la procédure une fois que la plainte est... Ça va vraiment dépendre si on parle d'un viol ou d'une agression sexuelle. Il faut savoir que le viol, c'est un crime. Donc le crime, finalement, il y a une instruction judiciaire qui est mise en place. Donc ça veut dire qu'il y aura une plainte qui va être déposée, qu'ensuite la personne, s'il y a des éléments suffisants, entre guillemets, va être placée en garde à vue et, à l'issue, présenter à un magistrat instructeur pour être mise en examen. Pendant tout ce temps-là, il y aura des investigations pour savoir à la fin, est-ce que cette personne, on la renvoie devant une cour d'assises? Est-ce qu'on correctionnalise, que ça arrive aussi? Donc ça veut dire qu'on la renvoie devant le tribunal correctionnel. Ça arrive beaucoup, non? Oui, ça arrive. Beaucoup. Ouais. Oui. OK. Ça arrive. Et ou bien, est-ce que c'est un non-lieu, pas parce que la victime ment, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir renvoyer la personne devant le tribunal. Et en fait, c'est vrai que des personnes qui obtiennent des non-lieux, des relax, disent t'as vu, j'ai rien fait en fait. Alors que c'est pas ça la problématique. C'est qu'on n'a pas, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments. Et on parlait de la prescription, et ça c'est quelque chose d'important, mais ça c'est quelque chose que je voudrais dire quand même, mais pour les victimes, c'est que quand on sait qu'on a été victime, ça prend du temps d'en parler. D'en parler à sa famille, à des personnes. S'il y a des éléments, que ce soit des messages, des WhatsApp, il faut les garder. Il faut les garder parce qu'en fait, quand on arrive 10 ans, 15 ans après et qu'on n'a plus rien, c'est vraiment difficile. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment se dire, si je décide à un moment donné d'entamer une procédure judiciaire, je garde ça. C'est très important. Oui, alors j'avais... oui, voilà, la question, j'ai failli oublier la question que je voulais te poser. Il y a un enjeu, quand on parle de balance ton port, tu vois, donc il y a eu effectivement, donc, les coupables se font afficher, donc, etc. Et puis il y a eu des témoignages, l'année dernière, par exemple, en avril 2023. Il y a un enjeu pour toi, enfin pour les victimes, qui est un effet de masse, pour pouvoir faire poids, en fait, parce que finalement, la justice, ce que j'entends, c'est que la justice demande des preuves, donc ça ne suffit pas, bien entendu. En fait, on peut pas. C'est vrai qu'au niveau de la justice, on ne peut pas condamner quelqu'un si on n'a pas d'éléments. Bien sûr. C'est normal, en fait. Parce qu'ils vont dire, voilà, présomption d'innocence, une personne, il faut qu'il y ait des éléments. Il faut le rappeler, oui, bien sûr. C'est ça, voilà. Donc une personne, s'il n'y a pas d'éléments ou pas suffisamment d'éléments, et ben finalement, même s'il condamne, la personne va aller en appel, en cassation, etc. Donc finalement, on n'obtiendra pas cette condamnation. Par contre, c'est vrai que le compte balance ton port, ce qui a été assez bien, assez intéressant, c'est que ça a permis de mettre en lumière des prédateurs. C'est-à-dire que là, il y a eu plusieurs cas où finalement, il y a certains hommes qui ne sont jamais punis, jamais inquiétés, donc ils refont la même chose. C'est normal, c'est une normalité. En fait, tu as l'impression que les victimes sont isolées, c'est ça, mais les victimes ne se connaissent pas. Et justement, on parlait du silence au départ, les femmes ne parlaient pas. Donc là, maintenant, quand il y a une femme qui parle, il y a une espèce de solidarité qui se met en place où on se dit, mais en fait, moi aussi. Moi aussi. Et c'est le fameux MeToo. C'est le MeToo. Mais moi aussi, ce gars m'a fait ça. C'est le fameux MeToo. Et à partir de là, elle se dit, non, en fait, moi, ça m'est arrivé. Moi, je souffre. Moi, je prends sur moi, mais ça ne peut pas arriver à d'autres femmes. Et c'est parfois le fait de se dire, non, en fait, il faut arrêter ça. On ne peut pas avoir 40 victimes. Bien sûr. Qui fait les femmes se dire, moi, je vais en parler aussi. Alors, juste pour vous dire, moi, l'année dernière, quand le compte, enfin, en tout cas, l'Instagram, Balance ton port est apparu en Martinique, moi, j'ai voulu, ou Facebook aussi, me semble, j'ai voulu qu'ils viennent sur le plateau, même à visage couvert. On m'a dit, non, l'anonymat est une des conditions de succès parce que les femmes ont peur, ce que tu exprimes. En revanche, dernièrement, je crois que ça date de 9 semaines, je suis retournée donc, sur l'Insta, et donc il y a ce post donc, de Balance ton port. Nous ne sommes pas ici pour faire le buzz, donc c'est ce qui est dit, je ne sais pas si vous l'avez lu, nous ne sommes pas ici pour faire le buzz. Donc je cite, en raison de plusieurs abus de confiance, nous établissons de nouvelles règles car nous sommes fatigués et ES de travailler pour du vent. Dorénavant, si vous souhaitez que votre témoignage ainsi que le nom du port soit publié en poste noir, il faudra suivre nos instructions et être prête à porter plainte. Nous ferons toujours en sorte que les victimes soient arrangées et valorisées, mais juridiquement, il faudra suivre nos instructions. Comprenez qu'il est épuisant à tous les niveaux de faire un si gros travail et que rien ne se passe comme il faudrait. Comment on était après de ça? Alors, il y avait sous ce poste, il y a des gens qui disent oui, mais c'est la double peine, c'est difficile pour nous, parfois. Que pensez de cela? Je me suis demandé comment l'interpréter, parce que je dois dire que je n'ai pas réussi à établir un dialogue et je ne sais pas qui est derrière ce compte. Alors moi, je ne sais pas non plus qui est derrière ce compte, donc je ne peux pas dire, bon, j'ai demandé, on m'a dit ça. Après, moi, je l'ai plus compris dans le sens... Comment tu le comprends, oui. Moi, je comprends plus qu'il faut que les victimes aillent au bout, en fait, de la démarche. C'est-à-dire que entre guillemets, les porcs ne puissent pas s'en sortir comme ça. Que ça s'il y a des éléments... Oui, c'est difficile. Non, mais c'est très difficile. Enfin, moi, après, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris le message, mais je comprenais plus
on va dénoncer les personnes pour lesquelles il y aura des plaintes. Oui. Voilà. C'est-à-dire pas que des personnes dont vous avez été victime, mais des personnes pour qui il y aura une plainte derrière et qui vont être poursuivies en justice, ou on va tenter en tout cas. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé, toi qui analyses la société et cette prise de parole, ou peut-être cette écoute peut-être plus ouverte, ou un peu plus bienveillante qu'avant de la parole des femmes? Qu'est-ce que ça a changé, Balance ton port, MeToo? Balance ton port, c'est avant tout un outil. De là à dire que ça a changé la façon de voir les choses, ça, il faudra un peu plus de temps pour le dire. Mais en tout cas, c'est un outil qui apporte quelque chose de nouveau dans une société d'interconnaissance. C'est-à-dire, quand on dit une société d'interconnaissance, je peux parler du macrélage pour que tout le monde comprenne bien, sans parler de mots savants, mais je crois que tout le monde comprend. On se connaît tous et toutes. En tout cas, on peut avoir le sentiment qu'on ne peut pas vivre dans l'anonymat sur notre territoire. Donc dénoncer des crimes, des délits sexuels, eh bien, ça a une implication sociale qui est particulièrement forte partout dans le monde, mais encore plus dans une société comme la nôtre, où ça ne pourra pas se faire dans l'anonymat, où de toute façon tout le monde sera au courant. Ça peut expliquer pourquoi MeToo et Balance ton port, ça a mis autant de temps à se déclencher. Et ce qui a fait la différence par rapport à d'autres tentatives, parce qu'il y a eu d'autres moments depuis l'affaire Weinstein où des femmes ont parlé, ont essayé de lancer quelque chose, notamment des femmes connues en Martinique, proches de la politique, on parlait de certaines choses. Donc ça a déjà, il y a eu d'autres tentatives. Cette fois-ci, la différence, c'était les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça s'est passé. C'était pas une tribune dans la presse, c'était pas une déclaration isolée. Ça s'est passé sur les réseaux sociaux. On a eu une femme courageuse qui a dénoncé, qui a parlé de ce qui lui était arrivé et qui a encouragé les femmes à dénoncer plus largement. Et puis ensuite, le rebond de cette page Balance ton port MQ, qui effectivement doit rester anonyme, encore plus dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, parce que sinon, ce serait insupportable. Il faut comprendre que ces personnes qui ont le courage de parler sont courageuses partout dans le monde. Bien sûr. Mais en Martinique, en fait, sont confrontées en permanence au regard de la société. Et ce regard n'est pas un regard bienveillant. Ce n'est pas toujours un regard bienveillant. Heureusement qu'il y a énormément de personnes qui soutiennent, qui leur envoient des messages. Et il ne faut pas hésiter à le faire si vous pensez du bien de ces actions. Il ne faut pas hésiter à leur envoyer aussi des messages d'affection et de soutien, parce que psychologiquement, je pense que c'est très difficile. Moi aussi, je ne les connais pas. Et pour dire on est sincère quand on dit ça. Et je ne vais jamais leur demander qui elles sont ou qui ils sont. Pourquoi ? Parce que j'ai envie, si on me pose très sérieusement la question, de pouvoir dire vraiment en toute sincérité, je ne les connais pas. Et c'est la meilleure façon pour nous de les protéger que de ne pas les connaître. Et ce que ça apporte, ça apporte un espace où des femmes peuvent constituer aussi des actions collectives. C'est-à-dire, je te laisse la partie juridique de ça, mais si on veut, quand même, au-delà de la partie juridique, c'est de sentir un phénomène de solidarité qui peut sortir de l'isolement des femmes face à ce qui leur est arrivé. Donc moi, je le vois avant tout pour l'instant, et puis pour l'histoire, on verra plus tard, mais pour l'instant, je le vois avant tout comme un outil supplémentaire dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et comme aussi un outil de communication et de démonstration. Parce que puisqu'il n'y a que 10% des femmes qui se retrouvent en situation de porter plainte, j'aime bien dire ça comme ça, parce que c'est pas qu'il y a que 10% des femmes qui veulent porter plainte, c'est pas ça. Il y a 10% des femmes qui se trouvent en situation de pouvoir le faire là-dedans. Et finalement, très peu de personnes seront condamnées. Ça décourage énormément l'ouverture de la parole. Donc cette plateforme, elle permet à ces femmes d'ouvrir la parole, mais elle permet aussi à la société d'avoir une visibilité sur la réalité de la situation. Parce que si vous vous appuyez seulement sur les chiffres de la police, sur les 400 plaintes pour agression sexuelle qu'on a eues cette année en Martinique, quand on regarde, nous, du côté, je vous invite, si vous avez envie de travailler sur le sujet un peu, à lire l'enquête Virage d'Homme. Si vous tapez Virage d'Homme, vous allez tomber sur les enquêtes pour la Guadeloupe, la Martinique. D'ailleurs, les chiffres sur les mineurs aussi y sont. Allez voir les enquêtes. Faites vos calculs, mais je peux vous donner aussi... en fait, on parle de milliers d'agressions, sexuelles et de viols par an sur notre territoire. Donc, si vous avez que 400... Donc, on a une vision qui est complètement déformée. On est face à un phénomène gravissime dans le monde entier, et donc chez nous aussi, un phénomène gravissime sur lequel on pose un voile comme ça. Imaginez
que 4000 personnes meurent chaque année en Martinique à cause d'un crime. Est-ce que vous croyez qu'on serait juste en train de dire que c'est pas si grave que ça et qu'on est en train d'exagérer? C'est pas ça qu'on est en train de dire. D'accord. Donc, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Donc, du coup, ce que peut faire cette page, c'est en imposant chaque jour une visibilité à des crimes qui ont été commis, donner conscience aux gens que ce sont des crimes qui ont lieu sur le territoire chaque jour. Et ça a une implication politique qui n'est pas négligeable. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose, et je rejoins totalement ce que dit Nadia, c'est qu'effectivement, je pense que les gens n'avaient pas conscience de l'ampleur des agressions qu'il pouvait y avoir en Martinique. Et cette page, je pense qu'elle donne vraiment du courage à d'autres femmes. Vraiment, même celles qui ne dénoncent pas. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, c'est vrai, d'avoir plusieurs clientes qui m'ont dit, bon, on a vu ça, on a vu que d'autres femmes déposent plainte. Mais même des personnes que je connais personnellement qui sont venues me voir en me disant « Bon, tu es avocate, on sait que tu défends les femmes, moi j'ai été agressée ». Et en fait, j'étais surprise de voir le nombre de personnes que je connais qui ont subi, que ce soit un viol, une agression sexuelle. Et en fait, c'est impressionnant. Bien sûr. C'est inquiétant et impressionnant. Alors, vous savez qu'on a reporté beaucoup l'heure de Focus, mais on va regarder, on va parler de Focus, c'est maintenant. Focus. Alors, dans Focus, c'est le moment où on parle d'autre chose, mais là on parle un petit peu de choses qui sont liées, de toutes les façons qui sont liées aux femmes, qui sont liées aussi aux hommes. Est-ce que vous savez ce qu'est la vasectomie? Oui. Bon. Méthode j'allais dire de stérilisation, mais de contraception définitive des hommes. Des hommes, voilà. Alors je voulais juste montrer, je suis tombée sur... Voilà, c'est bien écrit. Voilà. Il y a un site que je vous recommande, qui est un site de santé. En fait, c'est un site qui est fait pour les professionnels, qui compile toutes les données dans le monde, les enquêtes, les études, des choses scientifiques sur ce qui se passe dans le domaine de la santé, au niveau mondial et au niveau notamment universitaire. Et donc, il y a beaucoup, de temps en temps, on parle de choses que je pique sur Medscape. Donc, il y a cette étude, en fait, ce résultat, d'après une étude réalisée par Epiphar, le recours à la vasectomie en France entre 2010 et 2022 a bondi, donc c'est écrit là, derrière, passant de 1900 procédures annuelles à 30 288. Donc, c'est le docteur Noémie Roland, médecin épidémiologiste, co-autrice de l'étude qui commente donc ces résultats. Notez que pour la première fois en France, en 2021 et 2022, il y a eu davantage de stérilisation. Il y a eu davantage de stérilisation masculine en 2022 et 2021 que de stérilisation féminine. Voilà, donc je voulais qu'on parle de cela. Donc ça fait passer, donc en comparant la population initiée des hommes âgés de 20 à 70 ans, l'incidence de la vasectomie en France est passée de 9,8 en 2010 à 149,5 vasectomies pour 100 000 hommes âgés de 20 à 70 ans. C'est un chiffre étonnant quand même, vasectomie, donc stérilisation masculine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça appelle quel commentaire? Je sais pas, c'est bien. Enfin, 30 000, c'est considérable. Oui, c'est considérable, mais en fait, les femmes portent l'essentiel de la charge contraceptive dans la société. La contraception est essentiellement portée par les femmes. Oui. Donc, en tout cas, la stérilisation 2021 et 2022, les stérilisations masculines sont supérieures aux stérilisations féminines. C'est vrai, mais c'est-à-dire que la vasectomie est quand même la méthode actuelle proposée en termes de contraception, la plus efficace et la plus... on va dire rassurante, du coup aussi, qu'on puisse proposer aux hommes. Les méthodes de contraception masculine, on a le préservatif, c'est quand même la meilleure. Mais c'est définitif, ça, tu dis La vasectomie, il y a des méthodes maintenant, ça a pu aussi accélérer les choses, c'est que la vasectomie, maintenant, peut être réversible, ce qui fait que ça a certainement dû en tout cas, ils se prennent en charge, quoi. Ils se prennent en charge, et là, ça dit, je ne veux pas d'enfants. C'est ça. Mais le plus souvent, ne plus en avoir, en fait. Les vasectomies sont surtout opérées par des hommes qui souhaitent ne plus avoir d'enfants. Mais ça, je sais pas. Ça, je n'en sais pas. Non, mais ça, je n'en sais rien. Là, je donne le chiffre brut. Qui traduit la question. Voilà, qui traduit une réalité. 30 288, donc c'est quand même énorme. Ils se sont peut-être mis. Le taux de natalité n'est pas prêt d'augmenter, là, comme ça. Ça, c'est clair, Ils se sont peut-être mis à compter. Il y a quand même 70 millions d'habitants en France. Oui, bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est posé là. Ça a bien augmenté, quand même. Oui, ça a bien augmenté, c'est vrai. Il y a des raisons pour lesquelles ça augmente, et notamment que ce soit sur l'avancée médicale, la communication sur ces questions-là, et effectivement, sur le débat sur qui prend en charge la contraception. Oui, non, mais là, ça prouve qu'il y a quand même une forme de prise de conscience. C'est ça. On aime bien faire ça dans Femmes, poser des trucs comme ça, on commente pas. Donc là. Et puis là, je voudrais qu'on regarde un extrait. J'aime bien les images, vidéos. Regardez.
Today, our teacher taught us about a place called Africa. She say our mamas come from Queens over there. That means that we, royalty. I don't need you to love me. Afternoon, I needs me a wife. Even if we have to part, you and me, us have one heart. I don't need. Get off my land! You. I rat you every day! Daddy! Nothing but death can keep me from it. Oh, Miss Celie. You must ain't got no kinfolk around these parts. All I had was my sister. She was the only one ever loved me. I'm gonna hold my head up. I'm gonna put my shoulders back. It's time for you to see the world. There's gonna be some changes made. Put it on. This ain't me. Hush. We need to look like we belong. Let's see this smile and color. Sweet and loving God. Showing my heart to the folks that I'm close to. Now we're talking. Dear Celie, we are more than just kings and queens. We are at the center of the universe. Oh, yes, I am. Voilà, moi j'ai failli pleurer là encore. J'ai vu le film, je vous le recommande. Il est extraordinaire. Les interprètes sont phénoménales et phénoménaux parce qu'il y a des bourreaux aussi, donc il faut les regarder. C'est d'une dureté absolue, c'est d'une bonté incroyable. C'est un film musical, mais vraiment j'en ai les larmes aux yeux. C'est super beau, quoi. Donc j'ai rien à dire. Il y avait tous les noms. Donc je voulais juste vous montrer ça. Vous l'avez pas vu encore, hein? Non, pas encore. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et puis il y a la musique est très belle, mais c'est un film sur la violence, mais c'est un film sur la bonté et l'amour et la sororité. Parce qu'il y a un amour entre les femmes, c'est incroyable. Et les gens grandissent au fur et à mesure. Des gens qui ont été des victimes. On voit l'évolution. On voit l'évolution, c'est parfait. Et alors, en montrant cet extrait, moi je voulais qu'on parle de quelque chose de grave et rendre hommage, en fait. Peut-être qu'on n'aura rien à dire d'autre. Je voulais juste dédier cet extrait à cette jeune femme qui s'appelle Lorena, qui est morte pendant le carnaval. Donc, ça s'est passé un jour de Saint-Valentin. C'était à la cité Toloman, sur la route des religieuses. Elle avait 22 ans. Et elle a été victime d'un homme qui est venu, qui se prétendait apparemment, donc il y a une enquête en cours, on le saura peut-être un de ces quatre. Donc, il s'est présenté comme son petit ami, qui lui a tiré dessus. C'était son accident, c'est ce qu'il prétend. Voilà, donc, no comment. C'était donc pour Lorena. Et c'est fini. Jingle, mot de femme, on continue. On poursuit avec nos invités, Nadia Chonville et Tiffany de Fréminville. Depuis le début, on parle de choses qui touchent notre société, de ce mouvement MeToo, de ce mouvement Balance ton port, de ce que ça permet, en fait. Et tu dis, bon, finalement, l'anonymat autour de ce compte est nécessaire parce que ça permet aussi à ces femmes de se retrouver. Il suffit juste d'aller et puis de lire aussi ce qui est écrit. Et on mesure aussi la difficulté que tu relevais, Tiffany. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis ce mouvement, le début, tu as quand même plus de femmes qui viennent et qui franchissent le pas? Est-ce que tu as l'impression que... Franchement, oui. Hein. Oui, ça a eu ce côté positif-là, c'est qu'il y a plus de femmes qui se disent, bon, il y a d'autres femmes qui l'ont fait, on dirait qu'on nous prend au sérieux, entre guillemets, donc oui, on va y aller. Ça prend des fois du temps, hein, parce que j'ai déjà eu une cliente qui avait un dossier, mais atroce. Et elle est venue me voir, elle m'a dit « Je suis prête à déposer plainte ». Elle avait été victime enfant pendant très longtemps par son beau-père. Et elle m'a dit qu'elle est prête à déposer plainte. Et puis après, elle a disparu pendant 5 mois. Parce que c'était trop, en fait. C'était trop pour elle, c'était trop, elle ne savait pas si elle était soutenue ou pas. Et c'est vrai que c'est un dossier qui est important pour moi et vraiment, je tiens à accompagner cette personne puisqu'elle
elle a trouvé la force de le faire. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est dur, quoi. Elle est détruite parce qu'en fait, on ne se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir sur les victimes. Moi, je sais que j'assiste mes clientes déjà quand elles déposent plainte à un certain moment, parce qu'on peut le faire maintenant, pendant qu'elles sont auditionnées. Et c'est vrai que j'ai des clientes, parce qu'on se dit une agression sexuelle, on m'a touchée, il n'y a pas de viol, c'est pas grave. Mais en fait, même ça, c'est grave. J'ai déjà eu une cliente une fois qui a quitté une audition devant le juge d'instruction en courant pour aller vomir. Tellement le fait de reparler des faits, c'était dur pour elle. Et moi, j'étais mal pour elle, en fait. Et j'en ai eu une autre qui nous expliquait en fait, qu'elle a essayé de se tuer. Des choses comme ça. Et en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte des répercussions. On ne mesure pas. On se dit, c'est bon, c'est une femme, on l'a touchée, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je ne sais pas, peut-être que... Heureusement, tout le monde ne pense pas comme ça. Mais des fois, quand j'entends certains discours, je finis par me dire que c'est vraiment banalisé et que cette bonne femme, elle en fait peut-être trop pour ça seulement. Et alors qu'en fait, il y a des répercussions importantes. Je voulais juste ajouter aussi ce témoignage d'une jeune femme qu'on a vue aussi sur les réseaux, Alfounisme, qui dit, qui a été donc victime de violence, qui a porté plainte, et qui est aussi qui a été victime de cyberharcèlement. Et je retrouvais cette citation, elle dit « Les cyberviolences s'inscrivent dans le continuum des violences que subissent les femmes dans la vie ». Donc il y a une espèce finalement de continuité, de violence physique, d'agression sexuelle et de cyberviolence qu'elle dénonce. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans toute cette affaire, c'est que les agressions sexuelles, j'en profite aussi pour saluer Alphonisme, je parlais d'elle tout à l'heure quand je parlais de cette femme courageuse. Oui. Et peut-être justement, je n'ai pas donné son nom parce que à chaque fois qu'on parle d'elle, eh bien, derrière aussi, il y aura aussi des gens qui vont la secouer. Et c'est une femme qui a été victime. Et c'est une femme à qui on peut être reconnaissant pour son courage. Et qu'on la laisse tranquille, voilà. Qui est très courageuse. Elle est très courageuse. Elle est très courageuse et je l'embrasse très fort. Elle est très courageuse et elle ne mérite pas tout. Il faut être bienveillante avec elle, en fait. Parce que ça demande bienveillante parce que ça demande énormément de courage et que ce n'est pas facile. Bien sûr. Mais pour revenir à ce que tu disais. Elle parle de continuum, je la cite. Pour revenir à ce que tu disais plus largement, elle a tout à fait raison. Il faut savoir que les femmes sont l'essentiel des victimes du cyberharcèlement. On a des rapports sur le sujet qui sortent régulièrement en ce moment. Il faut comprendre que le cyberharcèlement cible essentiellement les femmes. Ensuite, surtout les femmes qui sont exposées publiquement. D'accord ? Ensuite, les violences sexuelles et la difficulté que l'on a à les faire condamner participent à un même système. On a commencé cette émission à parler du système patriarcal. Et je vous expliquais que si on parle bien d'un système, c'est parce qu'il a ses moyens de reproduction, qu'il a des moyens pour se maintenir et se reproduire. D'accord ? Et donc, toutes ces violences sont des parties d'un système qui permettent la reproduction du patriarcat. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes dans une société patriarcale qu'il est si difficile de porter plainte et d'ouvrir la parole. Parce que, comme on disait, ce sont des crimes. Ils sont gravissimes. Si on était dans une société dans laquelle tout le monde est d'accord pour dire que c'est grave, eh bien, ce serait moins difficile de porter plainte. On serait confronté toujours à des limites d'ordre biologique qui peuvent être liées, par exemple, qu'on en a parlé, à la difficulté pour le corps de sortir d'une partie de la phase traumatique, mais on ne serait pas confronté à toutes les autres difficultés qui amènent les femmes à ne pas porter plainte lorsque quelque chose comme ça arrive. Donc, le problème n'est pas juste de dénoncer les viols et les agressions sexuelles, de s'en émouvoir et tout cela. On ne pourra pas changer les choses profondément tant qu'on ne mettra pas fin globalement au patriarcat. C'est pas une position, tu vois, ça fait sourire, mais c'est pas une position de militant de dire ça, c'est juste une question analytique. C'est-à-dire que le problème auquel vous êtes confrontés est à la fois la cause et la conséquence. D'accord ? C'est parce que nous sommes dans une société dans laquelle les femmes sont soumises à des formes très insidieuses et très profondes de domination. Et pas que par des hommes, c'est-à-dire c'est tout un système. C'est parce que les femmes sont soumises à ce processus de domination que la violence des hommes envers elles est légitime. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aussi qui peuvent être autrices de violences sexuelles, mais elles ne vont pas passer à l'acte et ça ne va pas arriver dans de telles proportions parce qu'elles n'y sont pas autorisées. Mais notre discours sur le viol, de dire que les femmes mentent, de dire oui, mais comment elle est habillée, de se dire que les hommes auraient des pulsions qu'ils ne pourraient pas réfréner, tout ce genre de discours que l'on a et qu'on partage, et nous-mêmes, peut-être on a dû dire une bêtise comme ça une fois dans notre vie, eh bien tout ça, ça participe à permettre aux hommes qui souhaitent agresser des femmes
de le faire en se disant qu'ils sont légitimes et qu'il ne leur arrivera rien. Donc ou qu'on ment sur un homme parce qu'il est beau. La seule façon, oui, ou qu'on mente sur un homme parce qu'il serait beau. Donc la seule façon de mettre fin définitivement aux violences sexuelles faites contre les femmes et à toute forme de violence contre les femmes, c'est de mettre à bas le système de domination le plus puissant et le plus ancien qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Voilà, une petite remarque que je voulais faire aussi. Il nous reste 3 minutes. Oui, d'accord, donc j'abrège. Alors, ma petite remarque, c'est que, en fait, j'ai constaté de mon expérience que l'infraction de viol, c'est l'une des infractions les plus infamantes. C'est-à-dire qu'un homme qui va être accusé pour trafic de stupes, ou bien pour violence, ou pour détention d'armes, il va reconnaître les faits, dans certains cas, sauf si la procédure est un peu bancale. Par contre, un homme dire « oui, je suis un violeur »,« oui, je suis un agresseur », même en prison, c'est pas top. C'est pas top. Donc là, c'est plus facile de dire « elle ment », parce que c'est pas très glorifiant, en fait. Ben, garde la parole, Nadia, parce que Tiffany, pour parler d'un homme, parce que c'est traditionnel aussi, c'est rituel dans cette émission. Quel est l'homme dont tu voudrais parler? Un homme dont tu veux parler? Alors moi, je voudrais parler du coup de Robert Badinter, qui nous a quittés dernièrement. C'était un grand avocat, il était président du Conseil constitutionnel, il a été garde des Sceaux. C'est lui qui a participé à l'abolition de la peine de mort. Il s'est battu toute sa vie pour défendre des causes. Et pour moi, c'était un avocat incroyable. Donc voilà, je voulais parler de cet homme-là. Nadia, un homme. Je parlais de Gabriel. Gabriel, c'est avec lui que je produis un podcast qu'on a lancé qui s'appelle Psit. Psit, le podcast féministe martiniquais, enfin caribéen. Et donc, Gabriel, c'est un homme très courageux. Mais voilà, je voulais saluer Gabriel Pinault et le remercier pour l'engagement qu'il a eu depuis toujours auprès des féministes, auprès aussi de Cap Caraïbes, auprès en fait de toutes les personnes qui défendent les droits humains. Et ton podcast, donc Psit, on le trouve où? C'est Psit? Psit, on le trouve sur son. Alors, on peut passer par ma page Instagram ou bien sa page aussi Agence Composite. Et puis sur les plateformes de podcast, voilà, on peut trouver Psit, le podcast féministe caribéen. Voilà. Merci Gabriel. Le podcast féministe caribéen avec Gabriel et Nadia. Jingle, le mot de la femme. Voilà, it's nearly over, c'est presque fini. Il bout, il prit fin. Donc, le mot de la fin, ce serait quoi, Tiffany? Bon, allez, tu as commencé, tu as eu un peu flou. Nadia, le mot de la fin, Le mot de la fin, c'est le 8 mars bientôt. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas une fête. Pas mener pièce bouchée, fleur, c'est madame là. Voilà, que ce soit clair. Envoyez un petit. Et moi, je vous conseille donc d'envoyer un petit mémo aux gens de votre entourage, notamment en milieu professionnel, avant qu'ils ne commencent à faire leur petit post ou je ne sais quoi. Anticipez, parlez au service communication, pas de fleurs, rien de ça. On défend nos droits. Et notamment l'égalité. Figurez-vous même qu'il y a un appel à la grève. Donc voilà, c'est pas une fête. On n'est pas là pour faire la fête. On n'a pas le temps, il y a des gens qui meurent. Ni le 8 mars, ni le 25 novembre. Le mot de la fin, tu as eu le temps de réfléchir? Alors oui, j'ai réfléchi. Moi, ce serait pour continuer dans ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, qu'il faut continuer à libérer la parole de la femme. Il faut l'écouter. Il faut que les femmes puissent parler, il faut qu'elles puissent dire ce qui leur fait mal, il faut qu'elles puissent mettre des mots sur les choses, il faut qu'elles puissent se faire du bien et elles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Merci, mesdames. Merci d'être venues marquer avec nous ces dates et puis faire ce bilan après ces années donc de MeToo, de Balance ton port. Merci. On n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de comprendre ces phénomènes. On a compris que c'était un long processus, un long projet d'abolition du patriarcat si on voulait en finir avec ces violences faites aux femmes ou ces crimes aussi commis par des hommes sur des femmes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Nadia, merci Tiffany et merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve mardi à 20h05 sur Zitata pour un prochain épisode de Femmes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Femme.